Je m'appelle John Turlock. Je suis pétrolier, corps et âme. Je travaille dans les raffineries, sur les pipelines, les pétroliers, les puits de pétrole et de gaz, et, ce que je préfère par-dessus tout, sur les plateformes offshore. Je suis le meilleur dans mon domaine. Je suis recherché, et je suis fier de mon travail. Je suis titulaire d'un master en ingénierie pétrolière. Grâce à mes connaissances et mon expérience considérable, j'ai maintenant plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en une vie. Je ne me vante pas, je ne fais que constater un fait. Je peux tout réparer, et je peux tout construire. Du moins, c'est ce que je croyais. Il y a environ 16 ans, je terminais une série d'inspections de sécurité sur plusieurs plateformes pétrolières offshore près de Mobile Bay. Un soir, je me détendais avec un groupe d'hommes dans un bar à huîtres non loin du bayou Labattre, juste au sud de Mobile. C'était un groupe bruyant dans un bar tapageur. Nous descendions les bouteilles de bière presque aussi vite que les huîtres. Je me suis retrouvé à fixer, à travers la pièce, une femme qui écaillait des huîtres. Elle ouvrait les coquilles avec la vitesse et la précision d'une machine. La simple observation de son travail était hypnotique. Lorsqu'elle s'est penchée, a saisi un sac d'huîtres de 30 kg d'une seule main et l'a déversé sur la table de nettoyage, j'ai été stupéfait. Elle appartenait clairement à un groupe ethnique distinct. Ses longs cheveux noirs étaient attachés à l'arrière de sa tête avec un bandana à carreaux rouges. Ses yeux étaient sombres et profondément enfoncés sous d'épais sourcils qu'elle n'avait manifestement jamais épilés. Elle avait un grand nez légèrement crochu, une caractéristique rarement observée chez les femmes. Sa bouche était large, avec des lèvres fines qui complétaient parfaitement le reste de son visage. J'avais vu et parlé à de nombreuses femmes du monde entier, mais c'était la première femme que j'avais jamais voulu faire mienne. Ses mains étaient rugueuses et calleuses, un témoignage d'années de labeur acharné. Ce n'était pas une jolie jeune fille. C'était une femme résiliente, le genre qui a besoin d'un homme fort. Et, John, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Rien. Je regardais juste cette fille ouvrir des huîtres. Je n'arrive pas à la quitter des yeux. Et, les gars, John a jeté son dévolu sur Marie. Cela a été suivi d'un chœur de cris et de sifflets. Marie a jeté un coup d'œil à l'agitation de l'autre côté de la pièce. J'ai été pris au dépourvu et je me suis senti un peu gêné. De l'autre côté du bar, un autre de mes anciens collègues a crié. « Tu dois avoir un désir de mort, John. » J'ai rapidement essayé de sauver la face en commandant une autre tournée pour l'équipe. Nous avons passé 1 heure de plus à siroter de la bière et à engloutir des huîtres. Cependant, je me suis surpris à jeter des coups d'œil à Marie chaque fois que j'en avais l'occasion. Bill Connor m'avait observé en train de la regarder, et finalement il s'est penché et a dit « John, c'est une mauvaise idée. Si tu veux sortir avec elle, tu auras besoin de la permission de son frère. Ça ne s'est jamais produit avant. Tu vois ce type au bar? Avec la casquette? Ouais. Et alors? L'année dernière, il a décidé de demander la permission de sortir avec Marie. Il a conduit jusqu'à Slidell pour rencontrer ses frères. Ils sont 3, Clyde, Claude et Clarence. Ils l'ont tabassé à moitié à mort, l'ont ramené ici et l'ont jeté sur le porche. Il n'a pas pu travailler pendant 1 semaine. Depuis, il n'a plus parlé à Marie ni même ne l'a regardée. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Dis-le-moi. Tu n'as pas cessé de la regarder de toute la soirée. Bill, elle est juste captivante. Si je ne passe pas au moins un peu de temps avec elle, je sais que je le regretterai pour le reste de ma vie. Eh bien, c'est ton enterrement. Un peu plus tard, je me suis levé et je me suis lentement dirigé vers le type à la casquette. Je peux vous offrir un verre? Quoi, t'es gay ou quoi? Non, pas du tout. Je voulais juste vous interroger sur votre expérience avec les frères de Marie. C'était une mauvaise expérience. Je voulais inviter Marie à faire une promenade, mais elle m'a expliqué que j'avais besoin de la permission de son frère d'abord. Il se trouvait que je passais dans le coin pour le travail, alors j'ai décidé de m'arrêter et de les rencontrer. Ils vivent près du bayou, au sud de Slidell. Tous les 3 étaient minces et nerveux, pas un gramme de graisse sur eux. Ils passaient un bon moment, se moquant de moi et faisant des remarques que je ne pouvais pas comprendre. L'aîné, je crois qu'il s'appelait Clarence, m'a dit que je devais lutter contre chacun d'eux si je voulais inviter Marie à sortir. Et si je voulais l'épouser, je devrais les vaincre tous les 3 en même temps. Pour eux, c'était un jeu. Ça a l'air un peu fou. Pour moi, ça l'était. Ils étaient hors d'eux. J'ai géré le premier assez rapidement.
Ça a fait mal, mais j'ai réussi à m'accrocher avec le second. Puis il y a eu Clarence, et il m'a défoncé. C'était un kickboxer, et je ne m'attendais pas à un coup de pied dans la bouche. Quand je suis revenu à moi, il était déjà sur moi de tout son poids. Ce salaud m'a cassé la mâchoire avec un coup de pied et quelques côtes pour faire bonne mesure. Ça fait mal rien que d'y penser. Vous avez des conseils? Ouais, n'y va pas. J'aime les défis. Bon, si tu insistes, je te suggère de t'occuper de Clarence en premier et de surveiller ses jambes. Quoi que tu fasses, ne te bats pas loyalement. Merci, dis-je en posant 20 $ sur le bar pour couvrir sa note pour le reste de la soirée. Marie avait cessé d'ouvrir les huîtres et s'était dirigée vers le comptoir juste au moment où je m'approchais. Un léger sourire illuminait son visage. Je restais simplement là, à la regarder. De près, elle me paraissait encore plus mystérieuse, et j'étais certain de prendre la bonne décision. Son tablier en caoutchouc était trempé de jus d'huître et de fragments de coquilles. Essuyant ses mains sur une serviette, elle me regarda en silence. La sueur scintillait sur son visage et ses bras. Tu dois te marier. Où est-ce que je peux trouver tes frères? À 6,5 km au sud de Slidell sur la route 11. Cherche le panneau de Boudreau's Landing sur la droite. Ils sont au bout du chemin, merci. On se marie demain à midi. Sois prêt. Je viendrai te chercher ici. Comment saurais-je que tu y es vraiment allé? Dis-moi. Apporte-moi le chapeau de cuir de mon frère Clarence. Alors que je me tournais pour partir, elle ajouta, si tu n'es pas capable de les gérer, alors tu ne seras pas capable de me gérer non plus. Je jetai quelques billets de 20 $ sur la table et souhaitai bonne nuit au gars. Sur le chemin de la porte, ils m'adressèrent quelques mots d'adieu avant que je ne parte. Je me retournai et la regardai une dernière fois. Elle cria à travers tout le bar, je viendrai te rendre visite à l'hôpital. Bordel, j'aime cette femme. Il m'a fallu 2 heures pour trouver l'endroit. Les frères descendirent du porche pour m'accueillir. J'ai reconnu Clarence à son chapeau de cuir usé. On aurait dit que c'était le crocodile de Die qui voulait l'être. Quand je me suis approché d'eux, il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je voulais son chapeau. Pendant qu'il regardait ses frères en riant, mon pied atterrit en plein dans son entrejambe. J'ai attrapé son chapeau pendant qu'il tombait et je l'ai mis sur ma propre tête. Clyde et Claude se sont précipités sur moi, mais ils sont tous les deux tombés au sol après quelques coups de poing. 3 heures plus tard, Marie et moi étions mariés. Elle portait une robe de coton blanche, et moi, le chapeau de cuir. J'avais ma propre reine Cajun. Le sexe était incroyable, et il est resté ainsi tout au long de notre mariage. Il semblait que nous étions tous les deux heureux ensemble. Plus je passais de temps avec elle, plus je l'aimais. Marie et moi avons construit une maison près de Reading. Elle était grande et chère. La cuisine était sa fierté et sa joie. Les sols étaient carrelés, et tous les appareils étaient en acier inoxydable. Au centre de la cuisine se trouvait une lourde table de ferme en bois. La vie était belle, à quelques exceptions près. J'étais trop souvent absent au travail, et nous n'avions pas encore d'enfants. Finalement, Timothy est né. Puis sont venus Marc et Robert. Nous avons eu 3 merveilleux garçons. Et Marie était heureuse. Marie a travaillé pendant un certain temps après notre mariage, non pas parce que nous avions besoin d'argent, mais parce qu'elle voulait quelque chose à faire pendant que je parcourais le monde. Parfois, j'étais absent pendant des mois à la fois, effectuant divers travaux liés à mon domaine. Il y avait toujours beaucoup de travail pour moi, et c'était toujours loin. Elle a continué à travailler après la naissance de Timothy, mais elle a démissionné quand Marc est arrivé. Elle était excellente pour élever les garçons. Malheureusement, je n'étais pas un très bon père. Marie ne s'est jamais plainte. Les garçons avaient 6, 8 et 10 ans. Pour une raison quelconque, j'ai décidé que nous devrions tous subir des examens médicaux complets juste pour nous assurer que nos antécédents médicaux étaient exacts. Marie ne semblait pas enchantée par l'idée, mais elle a semblé y consentir à contre-cœur. Je n'ai pas compris pourquoi, mais pour faire simple, j'ai suggéré qu'elle passe son examen en premier, et les garçons et moi irions le lendemain. 2 jours plus tard, le médecin a appelé et m'a demandé de venir examiner les résultats. Marie a insisté pour que j'y aille seule et a dit qu'elle serait d'accord avec toutes les décisions que je pourrais avoir à prendre. John, il semble que toutes les nouvelles soient bonnes, a déclaré Donald Curry, qui était notre médecin de famille depuis notre emménagement à Reading. Il avait également mis au monde les 3 garçons.
c'est bon à entendre. Je ne vais pas entrer dans les résultats des tests de Marie, à moins que vous ne le jugiez nécessaire. Permettez-moi simplement de dire qu'elle est en excellente santé, sans problèmes urgents ou imminents à craindre. C'est bon, docteur. Je ne suis pas là pour fouiner dans ses affaires privées. Son dossier et le vôtre sont tous deux assez complets. La seule chose que j'aimerais vraiment avoir, c'est plus d'informations sur les antécédents médicaux du père biologique des garçons. Cela nous donnerait une meilleure base de référence au cas où quelque chose se produirait à l'avenir. Pendant quelques instants, je suis resté silencieux. J'essayais d'assimiler ce qu'il venait de me dire et je ne savais pas comment réagir. Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît? Je suis désolé, John, si je n'ai pas été assez clair. Je pense juste que si nous pouvions obtenir des informations de base sur les pères, cela nous donnerait une base de données à partir de laquelle travailler, au cas où quelque chose se produirait à l'avenir. J'ai juste besoin de votre permission pour demander les dossiers. Je suis un peu confus, docteur. Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas le père de mes fils? J'ai remarqué une expression de surprise traverser son visage, et il a semblé se tortiller inconfortablement sur sa chaise. Il a farfouillé dans certains de ses dossiers avant de lentement relever les yeux vers moi. Tu ne savais pas ça, John? Je ne lui ai pas répondu. Je me suis simplement effondré sur la chaise et j'ai fixé, de l'autre côté de la pièce, l'une de ces affiches médicales ridicules que l'on trouve dans tous les cabinets de médecins. C'était un moment intense. J'ignorais si j'avais envie de pleurer ou de me mettre en colère. L'émotion dominante, si l'on pouvait l'appeler ainsi, était la déception. Docteur, permettez-moi de revenir vers vous au sujet de cette affaire. Je dois d'abord clarifier quelque chose. En me relevant, j'ai remarqué qu'il semblait mal à l'aise. Il me sembla que toutes les personnes présentes, à l'exception de moi-même, savaient que je n'étais pas le père biologique du garçon. Je me suis retrouvé en terrain inconnu. J'étais désemparé, incapable de déterminer quelle ligne de conduite adopter. C'était rare que cela m'arrive. En partant, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Docteur, ai-je demandé, vous avez parlé de père. Y en avait-il plus d'un? John, répondit-il, chacun de vos fils a un père biologique différent. J'ai soupiré, hoché la tête, et me suis dirigé vers la maison. Elle était au courant de la situation, et à mon arrivée, je l'ai trouvée assise à la table de la cuisine. J'ai supposé que le docteur Curie avait dû téléphoner et la réveiller après mon départ. Je ne lui en voulais pas. C'était probablement la chose à faire. J'ai tiré une chaise et me suis assis en face d'elle. Continue, l'ai-je incité. Je t'écoute. J'étais inquiète, commença-t-elle. 3 ans avaient passé et je n'étais toujours pas enceinte. Je connaissais ton désir intense d'avoir des enfants, alors j'ai consulté un médecin et j'ai subi plusieurs examens. À chaque fois, on m'a dit que j'étais en parfaite santé. Je n'ai pas osé te demander de faire des tests, alors j'ai discrètement prélevé un échantillon à ton insu. John, tu es stérile. Pas un faible nombre de spermatozoïdes, pas une fertilité diminuée, mais une stérilité totale. Ce fut une révélation stupéfiante, mais d'une certaine manière, elle résonnait avec une certaine logique. Au moins, j'avais maintenant une explication. Il y avait des alternatives, John. Nous aurions pu envisager l'adoption ou la fécondation artificielle, mais ces deux options m'auraient obligé à t'annoncer une nouvelle dévastatrice. Je craignais que cela ne te brise, ne détruise ton moral, ou peut-être même ne te pousse à m'abandonner. Je ne pouvais pas prendre ce risque. Je suppose que c'est là que j'ai commis mon erreur. Je me suis levé et j'ai pris une autre bière. Quelle était précisément cette erreur, ai-je demandé. Le père de Timothy, c'était l'erreur. Permets-moi de passer au dernier. Cette partie est un peu plus complexe. Très bien. Commence par Robert. J'ai besoin d'une bière. J'ai attendu quelques instants pendant qu'elle se reprenait. Tu étais au Samoa, ai-je demandé. Je ne savais même pas qu'il y avait du pétrole au Samoa. Quoi qu'il en soit, la machine à laver a commencé à mal fonctionner, alors j'ai appelé un réparateur. Bob Monsanto avait une petite entreprise à Boyerton. Il te ressemblait énormément, tant physiquement que dans son comportement. Il imitait même ta façon de parler. Grand, robuste, sûr de lui. Après qu'il eut réparé la machine à laver, je l'ai invité à entrer pour prendre un café, et nous avons commencé à discuter. 2 heures plus tard, il m'a plaqué contre la machine à laver. Nous n'avons même pas enlevé nos vêtements.
3 jours plus tard, tu es rentré à la maison. 3 semaines après cela, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je suppose que je devrais rendre visite à Monsieur Monsanto. Ne te donne pas cette peine. Robert est décédé dans un accident de voiture sur la Schuylkill Expressway il y a 4 ans. Tu as appelé l'enfant Robert en son honneur. C'est bien trouvé, ai-je remarqué. Ce n'était pas une moquerie. J'avais juste l'impression que tout devenait plus simple dans mon esprit. Ce n'était pas facile pour moi. Ce n'est pas dans ma nature de flirter ou de séduire les hommes. Je n'étais pas particulièrement doué pour ça, mais j'ai fait ce que j'estimais nécessaire. Tu étais tellement heureux avec Timothy. Et tu as dit à plusieurs reprises qu'il devrait avoir un frère ou une sœur. C'était mon opportunité, et je l'ai saisie. Tu veux me parler du père de Mark? J'ai rencontré Mark Langford au service des automobiles. Tu étais aux Pays-Bas pour une affaire d'Union Oil. Mark et moi avons commencé à discuter en faisant la queue. Il renouvelait son permis de conduire avant de partir pour l'Irak. Finalement, nous avons déjeuné au Peanut Bar. Et finalement, j'ai eu une relation sexuelle avec lui dans les toilettes des hommes. Tu l'aurais bien aimé. Il était grand, extrêmement musclé, et il avait de l'humour. Je lui ai fait part de mes désirs, et il a acquiescé. Ni l'un ni l'autre n'avons tenté de nous séduire. C'était presque comme une transaction. Je lui ai vraiment offert le déjeuner. Donc Mark a aussi été nommé en l'honneur de son père. Elle n'a pas réagi à cette pique évidente. Mark n'est pas revenu d'Irak. Ils ont organisé une cérémonie commémorative pour lui à Indiantown Gap. J'ai failli y aller, mais j'ai changé d'avis au dernier moment. Nous sommes restés assis en silence pendant ce qui a semblé être plusieurs minutes, mais n'a probablement duré que quelques secondes. Très bien, maintenant parlez-moi du père de Timothy et pourquoi vous l'avez qualifié d'erreur. Quand j'ai décidé initialement de le faire, je n'avais aucun plan. En fait, je me suis lancé dans une quête pour trouver quelqu'un qui vous ressemblait. Je ne comprenais pas ce que je faisais ni comment j'allais m'y prendre. Bien sûr, il fallait que tout soit synchronisé avec votre emploi du temps. J'ai rencontré le père de Timothy au marché fermier de l'Esport. Il tenait un stand où il vendait des trains miniatures et des accessoires. Les trains ne m'intéressaient pas, mais il vous ressemblait tellement, dans son apparence et son attitude, que j'étais captivé. Comme je l'ai dit, je ne comprenais pas ce que je faisais. Pour faire court, j'ai commencé à le fréquenter. Je ne portais pas mon alliance. Plus je passais de temps avec lui, plus j'avais envie d'en passer. Marie, je n'aime pas la tournure que prend cette conversation. J'en suis consciente. Je ne m'attendais pas à ce que vous le preniez bien. C'est pourquoi j'ai gardé ça pour la fin. Continuez. Il faut qu'on termine ça avant que les enfants ne rentrent de l'école. John, vous étiez fort, intelligent, brillant et important. Vous étiez, et vous êtes toujours, un homme au-dessus du lot. Le père de Timothy était tout le contraire. Il était sensible et empathique. Il était facile de parler avec lui, et il écoutait toujours. Vous insinuez que vous le préfériez à moi? Personne, John. Jamais. Vous êtes différents. Vous êtes tous les deux parfaits à votre manière. La grande différence, c'est que vous êtes mon mari, l'homme que j'ai épousé. Le fait d'avoir dû violer mes vœux juste pour vous donner les enfants que vous désiriez, ça me dévaste. J'espérais que ça vous apporterait du bonheur et de la fierté. Je suis désolé que tout se soit effondré. Mais vous aviez des sentiments pour lui. Oui. Alors, que s'est-il passé? Ai-je demandé. Vous étiez en Antarctique. C'était un long voyage, mais vous deviez rentrer bientôt. Je fréquentais Timothy depuis quelques semaines. Ce n'était pas un séducteur raffiné, et je n'étais pas doué pour ça non plus. Finalement, j'ai réussi à l'attirer dans son lit, dans son appartement, et nous avons eu des rapports sexuels. C'est le moins qu'on puisse dire, maladroit. Je crois que c'était peut-être sa première fois, mais je n'en suis pas certaine. J'espérais concevoir, alors j'ai supposé qu'il fallait que j'essaie au moins 2 fois. La décision, John, n'a pas été difficile parce que j'aimais être en sa compagnie. Je sais que ce n'est pas ce que vous voulez entendre, mais j'essaie d'être honnête avec vous. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Timothy m'a demandé en mariage. Il a sorti une bague qui avait l'air bien trop extravagante, a posé un genou à terre et a fait une demande en bonne et due forme, exactement comme dans les films. Il était dévasté quand j'ai refusé. Et bien sûr, il voulait savoir pourquoi.
Quand je lui ai dit que j'étais déjà marié, j'ai cru qu'il allait pleurer. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Vous êtes rentré une semaine plus tard, et j'ai découvert que j'étais enceinte. Pourquoi affirmez-vous que cette rencontre était une erreur? Parce que je me suis impliqué émotionnellement. Je me suis trop attaché au père de l'enfant et j'ai laissé les choses dégénérer. J'ai fait en sorte que les deux suivantes soient rapides et impersonnelles. Heureusement, les deux n'ont nécessité qu'une seule tentative. Voulez-vous que je parle à Timothy? Oh, mon Dieu, non. J'ai brisé le cœur de ce pauvre homme. Il ne mérite aucune vengeance de votre part. Si vous avez besoin de vous défouler sur quelqu'un, défoulez-vous sur moi. Je vous ai trompé. J'ai commis l'adultère. J'ai violé nos vœux. Faites ce que vous devez faire avec moi, mais épargnez Timothy. J'étais assis là, serrant une bouteille vide, quand Marie s'est levée et est allée dans la chambre. J'ai bu 2 autres bouteilles et j'ai passé la nuit dans mon fauteuil. Je suis un homme du pétrole. Je peux réparer n'importe quoi. Il n'a pas été difficile de savoir où Timothy McClure avait déménagé. Je n'ai rien dit à Marie, mais samedi matin, les garçons et moi sommes allés à Lancaster, au centre de train miniature Steampunk. Timothy avait développé avec succès son entreprise de train miniature et l'avait rebaptisée en y ajoutant une touche Steampunk. C'était une petite affaire, mais impressionnante quand même. Les garçons étaient ravis. Je leur ai consacré les 10 premières minutes, puis je me suis approché du comptoir où je supposais que Timothy était posté. Bonjour. C'est un établissement remarquable que vous avez ici. Êtes-vous le propriétaire? Timothy McClure? En effet, a-t-il répondu, en tendant la main. John. John Turlock. Je ne savais pas si lui et Marie en avaient jamais vraiment discuté, alors j'ai fait une présentation simple. Juste de passage? Non. Nous sommes venus ici exprès. Ça ne vous dérange pas si nous jetons un coup d'œil au lieu, n'est-ce pas? Pas du tout. C'est précisément pourquoi j'ai investi autant d'efforts dans la création de cet endroit. J'aimerais quand même déménager dans un espace plus grand. Nous avons conclu en partageant une tasse de café et en discutant pendant une demi-heure de sujets sans importance. Êtes-vous marié, Timothy? Avez-vous des enfants? Malheureusement, non. Il y a eu une période où j'ai failli l'être, mais cela ne s'est pas concrétisé. Plus d'options? Cela n'arrivera jamais. J'y ai songé, mais Marie était la seule femme pour qui j'ai jamais éprouvé de véritables sentiments. Mais c'est du passé. Je dois tourner la page. Si je comprends bien, vous aimez les enfants? Absolument. Je donnerais n'importe quoi pour avoir une ribambelle d'enfants comme les vôtres. Vous êtes un homme chanceux, John. Je me suis adossé à ma chaise et n'ai pu réprimer un sourire. Je suis un homme du pétrole. Je peux arranger n'importe quoi. Timothy, je suis sur le point de vous proposer l'affaire de votre vie. Cela fait 18 mois que j'ai quitté Reading. Ces 3 derniers mois, j'ai enduré des conditions glaciales ici à Prudhoe Bay. Le moment le plus gratifiant de la journée est la fin de mon service dans la salle de détente. Qui aurait cru qu'une bière fraîche dans le nord de l'Alaska pourrait avoir un goût si exquis? Mon équipe était avec moi, et nous célébrions la première extraction de pétrole brut d'un nouveau puits. 3 des hommes faisaient partie de l'ancienne bande de Bayou la Batterie. Nous étions là depuis environ 1 heure lorsque j'ai remarqué une blonde amazonienne d'une taille exceptionnelle assise à l'autre bout de la pièce. Elle était accompagnée d'un homme blond tout aussi imposant, son compagnon. Il est rare d'observer des femmes travaillant sur le versant nord, en particulier des femmes de son calibre. Je n'arrivais pas à détourner le regard d'elle. Même de l'autre côté de la pièce, je pouvais distinguer qu'elle avait des yeux bleu cristal. J'ai observé alors qu'elle levait la main et lâchait ses cheveux, des boucles blondes ont déferlé alors qu'elle secouait la tête de gauche à droite pour les détendre. Elle a remarqué que je l'observais et m'a adressé un sourire espiègle et malicieux. C'était comme un défi. Rusty, qui est donc cette femme qui vient d'entrer? Je ne l'ai jamais croisée auparavant. Elle s'appelle Isolde Sorokina, et voici son frère Radomir avec elle. Ils viennent de Tchoukotka. Mince, c'est une véritable brute. C'est leur 3e expédition ici. Quelques hommes ont essayé de la courtiser, mais cela ne s'est jamais bien terminé. L'anglais de Radomir est limité, mais il a les moyens de faire comprendre sans équivoque à Gies qu'il devrait cesser d'importuner sa sœur. Vous suggérez une intervention physique? Absolument. Cependant, de telles démonstrations sont généralement de courte durée. Il n'est pas enclin à la violence,
Mais ses réflexes sont remarquablement rapides. Peut-être devrais-je l'approcher et engager la conversation. En aucun cas, John. N'envisagez même pas une telle action. La précédente fois que vous êtes intervenu, cela s'est terminé par un mariage. Je me souviens très bien des événements en Alabama. Je ne suis plus marié, Rusty. Mon divorce a été prononcé la semaine dernière. Je suis à nouveau célibataire et disponible. Zut. Je n'avais jamais anticipé votre séparation avec Marie. Elle représentait l'influence la plus positive dans votre vie. Que s'est-il passé exactement? Je n'ai pas initié la séparation, Rusty. C'était une décision mutuelle. J'ai même facilité sa rencontre avec son fiancé actuel. Elle doit se remarier la semaine prochaine. J'ai reçu le faire-part de mariage tout récemment. Il est peu probable que j'y assiste. John, insinuez-vous que vous avez choisi son futur mari? Pas précisément. C'est un individu honorable, et je prévois une relation harmonieuse entre eux. Rusty, je ne suis pas fait pour la vie domestique. De plus, c'était injuste pour elle et les enfants. C'était une décision difficile, mais je pensais que c'était la voie moralement juste. Quelle est sa profession? Qu'il vous suffise de savoir qu'il est employé dans l'industrie ferroviaire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser un instant, je dois parler à cet individu au sujet de sa sœur. Det var dumt der. Det der, det var mere dumt, føler jeg. Jeg føler ikke, jeg var i nærheden af at falde ned der. Men altså, hey. Jeg var millimeter fra at tage direkte fra byen til Stockholm. Hvad fanden vil du i Stockholm? Nej. Oh my god. Handler det ikke bare om at komme op af? Jo. Det gør det. Hammarby. Men er deres... Nå nej, deres sæson... Nej. Hvordan er det nu, at deres sæson er vel halvvejs nu? I Sverige, right? Nå, jeg kan bare gå igennem der, lol. Jeg troede, jeg skulle hoppe. Ja. Hvorfor fanden hopper du så ud og falder nedad? Jeg ved ikke, om du ved det her, Kai Bøjsen, men det var ikke bevidst, selvfølgelig. Ligesom det her, det ikke er bevidst. Sådan, den hopper tilbage. Nu siger jeg bare lige noget, ikke? Jeg trykkede hverken A eller D der. Jeg trykkede W, og jeg blev ikke ramt af noget. Det er jo en bug. Du ragebaiter for content. Nej, gør sgu da ikke. Tror du ikke heller, jeg vil have Arne og have vundet over Clinteren, eller hvad? Og Liva for den sags skyld. Du bliver muted nu. Hvorfor? Hvorfor så beholder den ikke momentum lige pludselig? Det giver ingen mening, det her spil. Det mener jeg sgu. Fuck! Oh my god. Det er ikke for at drille, der har kun set hende lige spille, og det er så noget med elegant ud. Du er så dum. Så skruer jeg op for dig, tak for det. Har du lige været på arbejde, eller hvad skyldes skjorten? Hvad med at spille Escape 9 to 5, og hvis det så lykkes, så gør du det ihjel. Hold din kæft. Ja, spændende situation her. Jeg er simpelthen... Så hvad så? Det her, det er heller ikke en bug, eller hvad? Fuck, det er spil, seriøst.
Så kommer jeg her venlig og shit, så er det bare rude. Ja, det er jeg sgu. Jeg kunne også godt finde på at gøre det igen. It's not a bug, it's a feature. Lol. Der er meget ragebait i chatten, godt jeg er reformed, så hvornår? Det er ikke engang 2 timer, siden du ragebaiter mig sidst. Oh my god, det er sgu et mirakel, det der, det overhovedet lykkes. Har du haft en dårlig dag? Er der nogen, der kommer til at se andre kampe end West Ham og Spurs? Altså, jeg gider ikke engang se Palace-kampen i dag. Men FB i morgen, og Palace onsdag, dem kommer jeg til at se. Vil I gerne have watch-along på Palace i Conference League her på onsdag, eller hvad? Eller er I bare røv ligeglade? Nej, ja, ellers tak. Okay, mixed feelings her. Jeg vil gerne se den med dig. Okay, stilet. 2-0, kom nu Danmark.